Bonjour à toutes et à tous. Je suis Delphine Térémont, coordonnatrice du comité équité de la Société de philosophie du Québec. Puis je vais animer aujourd'hui le 6e balado En marge. En marge, c'est une création du comité équité de la Société de philosophie du Québec. Il s'agit d'une série de balados sur les marges en philosophie. Chaque épisode part d'un cas particulier ignoré ou mal connu, donc un événement ou une situation concrète, pour montrer comment une approche philosophique, elle-même encore trop peu connue ou développée, permet de l'éclairer. Nous avons l'an dernier enregistré 5 épisodes et sont disponibles sur nos plateformes Spotify, YouTube et sur notre site web. C'est la première fois cependant qu'on enregistre un épisode devant public, donc nous sommes très enthousiastes de pouvoir éventuellement ouvrir une période de questions à la fin de la discussion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Anne-Marie Gagné-Julien. C'est une chercheuse postdoctorale au Centre de recherche en éthique, donc au CRE à Montréal, et à la chaire de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité épistémique à l'UQAM. Son précédent stage postdoctoral a été effectué à l'Université McGill et à l'École normale supérieure, à Paris. Elle est titulaire d'un doctorat en philosophie des sciences et en psychiatrie de l'Université du Québec à Montréal. Elle a récemment été nommée lauréate 2021 du prix Karl Jaspers, décerné par l'Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry. Elle est également cofondatrice du Webinar in Philosophy of Psychiatry. Ses intérêts de recherche se situent à l'intersection de la philosophie et de l'éthique de la psychiatrie, la philosophie féministe des sciences, l'activisme en sciences et les injustices épistémiques. Donc, j'essaie de, sans plus tarder, la parole à Anne-Marie qui va nous introduire le cas concret qui contextualise la discussion d'aujourd'hui. Merci Delphine de me recevoir. Merci tout le monde d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Donc, le cas que j'ai choisi aujourd'hui, c'est l'histoire de Vincent qui se caractérise comme un entendeur de voix. Donc, si jamais l'histoire vous intéresse, c'est disponible sur le podcast Les Pieds sur Terre, qui est un podcast de France Culture. Mais donc, aujourd'hui, je vais raconter ce que Vincent raconte lui-même dans ce podcast-là. Et ultimement, ce que je pense que je vais raconter, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait l'expérience d'un système de connaissances et de pratiques qui est alternatif à la psychiatrie biomédicale telle qu'on la connaît généralement dans le système de soins classique. Donc, Vincent entend des voix depuis l'âge de 7 ans. Il est diagnostiqué comme schizophrène et le plus souvent, il se sent envahi par ses voix. Il caractérise ça comme à peu près 80% du temps, il est envahi par ses voix dans sa vie. Ses voix l'insultent en permanence, ce qui, au fur et à mesure, en vient à affecter sa confiance en lui. Et parmi ces voix, il y a une voix qui le préoccupe particulièrement, qui est une voix autoritaire, qui lui demande plein de choses, mais entre autres qui lui demande de tuer son conjoint avec la menace que s'il ne tue pas son conjoint, il va tuer tous les autres membres de sa famille. Du point de vue de la psychiatrie, on le considère comme stabilisé par les traitements pharmaceutiques, mais Vincent vit plusieurs effets secondaires liés aux médicaments, notamment il y a des tics, il est en situation d'obésité morbide et se sent désespéré. Aussi, ce qui lui cause beaucoup de détresse, c'est cette voix autoritaire qui lui demande sans cesse de tuer son conjoint. Vincent utilise les services de la psychiatrie pendant vraiment longtemps, mais un jour, sous l'initiative de ses parents, il va découvrir un réseau d'entendeurs de voix, donc un groupe de support par les pairs, donc un groupe de support composé exclusivement de personnes qui ont fait eux aussi ou elles aussi l'expérience d'entente de voix. Et la participation à ces rencontres-là va le conduire à concevoir son expérience de manière différente et surtout de manière plus positive, à normaliser son expérience, à sortir de l'isolement et ça va lui donner ultimement les ressources pour faire face à certaines voix qui sont problématiques et menaçantes. Puis juste pour vous donner un exemple de la vie de Vincent telle qu'elle est vécue par lui, quand il raconte son expérience, il raconte l'expérience de simplement marcher dans la rue. Je dis pour moi, marcher dans la rue, ça implique plusieurs choses, mais ça implique surtout des défis. Donc, quand je marche dans la rue, j'entends des voix. Ces voix-là me menacent en permanence, m'insultent, me crient des noms. Quand je suis dans la rue, je veux répondre à mes voix parce que je veux réagir à leurs insultes. Si je réagis à leurs insultes, ça implique pour moi de parler seul sous le regard des passants, si on veut, et donc d'être stigmatisée par les passants. Donc, je fais comme face à un dilemme où, d'une certaine façon, soit je réponds à mes voix pour essayer de les faire taire, mais je subis le regard stigmatisant des passants, soit je joue la personne normale, entre guillemets, mais auquel cas, je ne peux pas faire face à l'expérience que moi, je vis. Okay? Donc, je fais face à un dilemme, puis ça, c'est juste marcher dans la rue. Ça, c'est mon expérience qui, pour des gens qui n'entendent pas des voix, n'est pas du tout la même. Donc, ultimement, pour lui, marcher dans la rue, c'est une épreuve. Fait qu'on peut s'imaginer que dans la vie en général, il y a plusieurs épreuves. Et donc,
quelque chose qui va changer dans le groupe de support que Vincent va investir, c'est qu'il peut partager ses expériences et les pairs peuvent lui suggérer des stratégies qui ne lui ont jamais été suggérées auparavant par la psychiatrie. Quand Vincent raconte le fait de marcher dans la rue, un membre du groupe va lui dire ben, as-tu essayé de juste sortir ton téléphone pour normaliser ton expérience? Okay? Donc, si tu fais juste ça, ben, les passants, oui, vont te prendre pour quelqu'un de colérique, mais les gens colériques, c'est accepté dans notre société. Puis, tu vas pouvoir parler à tes voix, puis les gens ne vont pas te stigmatiser comme on l'aurait fait si on avait perçu cette personne-là comme schizophrène. Donc, un autre membre va lui dire ben, as-tu déjà essayé de demander à tes voix de se taire, d'interagir en fait avec tes voix, mais en leur donnant des commandes spécifiques. Puis Vincent va mettre au fur et à mesure en place ces conseils qui sont donnés par le groupe de support. Puis tranquillement, il va vivre des succès en étant capable de réguler ses voix. Donc, un exemple que je vous donne, qui est donné par Vincent lui-même, il va dire à ses voix, ben, vous pouvez venir me voir, mais à 6 heures le soir. Et c'est de 6 à 7, on va parler. Puis après ça, j'ai ma vie. Fait que tranquillement, il met en place ce processus-là. Puis à un moment donné, il est capable de restreindre de plus en plus l'espace qu'occupent ses voix. Okay? Donc, il prend, si on veut, contrôle de ses voix, puis il restreint l'expression de ses voix à ce qu'il appelle le moment de défouloir de ses voix. Elles ont le droit d'être là, mais elles ont un moment à elles. C'est pas l'ensemble de sa vie. Puis le groupe aussi offre à Vincent ce qu'on pourrait appeler un safe space aujourd'hui, au sens où il peut aussi parler de ses expériences qu'il considère plus culpabilisantes, sans avoir peur que le récit de ses expériences entraîne davantage de médication puis de la coercition. Okay? Donc, je vous ai parlé de la voix menaçante qui ordonne à Vincent de tuer son conjoint. Puis, il est arrivé par le passé à Vincent de frapper son conjoint par peur que la voix mette à exécution ses menaces. Et donc, le groupe va accueillir ça sans jugement, puis va conseiller à Vincent de désobéir à sa voix, en lui pointant que peut-être, en fait, Vincent a désobéi par le passé à la voix et qu'il n'y a pas eu mise à exécution des menaces. Donc, peut-être que la voix n'est pas aussi puissante qu'elle le suggère. Et donc, encore là, à nouveau, Vincent reprend le contrôle de ses voix et arrive à maîtriser cette voix autoritaire en comprenant qu'elle n'a pas le pouvoir qu'elle prétend avoir. Donc, c'est une histoire de succès que je vous raconte, une histoire de succès par l'entremise du fait de côtoyer des groupes de support par les pairs. Donc, aujourd'hui, Vincent ne consomme plus du tout de médicaments, une décision qu'il a prise en collaboration avec son psychiatre, mais qui a surtout, j'essaie d'insister là-dessus, surtout été rendue possible par le fait qu'il a intégré ce groupe de support par les pairs. Il n'a plus de voix envahissante, mais il entend encore des voix, mais ces voix ne sont pas dérangeantes. Donc, si on veut parler en langage psychiatrique, le symptôme est toujours présent, mais il n'est plus problématique pour Vincent lui-même. Et désormais, Vincent est un militant engagé et lui-même essaie de participer à la création de davantage de voix, ou en tout cas davantage de groupes de soutien, comme lui a pu en faire l'expérience et a pu en bénéficier. Je propose qu'on commence par une première section qui aborderait celle des personnes MAD en général. Puis je me demandais si tu pouvais nous expliquer historiquement d'où vient ce besoin de se réapproprier cette appellation MAD. Est-ce qu'on qualifierait plus être MAD comme une appellation ou une identité? OK, super bonne question. Puis c'est déjà juste ça, c'est vaste, là. Donc, le mouvement des Mad Studies est un mouvement diversifié. Donc, corrélativement à ça, les appellations qu'on utilise dans le mouvement sont aussi diversifiées. Donc, MAD est l'appellation choisie pour caractériser la discipline des Mad Studies, mais en général, les gens vont utiliser plusieurs appellations. MAD est l'une d'elles, mais on peut parler de survivants de la psychiatrie, d'anciens patients de la psychiatrie, d'usagers, de consommateurs. Et donc, il y a une foule d'appellations diversifiées. Puis c'est important de respecter, je pense, qu'est-ce que les gens préfèrent comme appellation. Mais si on regarde juste l'expression MAD, l'idée, c'est vraiment de politiser un mot qui n'est pas nécessairement dans la psychiatrie biomédicale. Donc, généralement on va écrire MAD avec une lettre majuscule pour signifier vraiment cette politisation-là. Puis l'idée, c'est de se réapproprier un mot qui est considéré comme négatif dans la lignée des queer studies. Okay? Donc, c'est la même attitude ou la même stratégie politique. On utilise un mot qui était d'habitude une insulte, puis on essaie de faire ressortir le caractère positif, en fait, qui peut être associé à ce mot-là. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot MAD. C'est pour ça que ça en est venu à être pour plusieurs personnes une identité à part entière, quelque chose à laquelle on peut s'identifier, puis on peut être fier d'appartenir à cette communauté-là. Donc, c'est devenu le mot MAD un vecteur d'action politique. Ça fait émerger ce qu'on appelle la MAD Pride, ou la
fierté de la folie, la fierté MAD, qui revendiquait le fait que d'être MAD, que d'être fou, était quelque chose de positif. Donc, on parlait par exemple de le fait d'être fou, c'est en fait un cadeau dangereux. Que c'est quelque chose qui vient avec des avantages, on voit le monde différemment, mais en même temps, pour plein de raisons, il peut y avoir des risques associés à ça. Donc, c'est un peu des deux, mais au moins, ça revalorise certains aspects de la folie qui sont généralement considérés comme entièrement négatifs. J'en discutais tout à l'heure, ça me fait penser, est-ce que tu sais pourquoi aussi on traduit pas MAD comparé Oui, à c'est fou? c'est vraiment une bonne question. On pourrait le traduire, OK, puis il y a certaines personnes dans la communauté francophone qui se revendiquent de l'expression fou folle. OK? OK. C'est juste que l'émergence de ce courant-là, académique-là, puis de ce mouvement militant-là, il est plus dans un contexte anglo-saxon. OK. Puis étant donné que c'est une réappropriation de certains mots, c'est important de voir que si le mot se réapproprie pas dans une langue particulière, il n'y a pas nécessairement la même connotation. Ouais. Puis si la communauté francophone qui a des diagnostics psychiatriques juge pas que fou est porteur d'action politique, en tout cas, personnellement, j'essaie de respecter ça. Puis juste une illustration de ça, récemment, le Conseil des arts du Canada a fait paraître un sondage auprès de la communauté des artistes en situation de handicap. Puis les artistes en situation de handicap pouvaient s'identifier à certaines communautés à l'intérieur de la grande communauté en situation de handicap. Puis une des catégories, c'était c'est-à-dire que c'était MAD, traduction, fou folle, parce que c'est un organisme qui est bilingue. Puis il y a eu un tollé Ah ouais. dans le milieu francophone de l'utilisation de l'expression fou folle, parce que c'est encore considéré majoritairement comme une insulte, en fait. Fait que là, il y avait comme une mécompréhension, alors que dans le milieu anglophone, il n'y a pas eu nécessairement ce tollé. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste important OK. de respecter l'émergence des mouvements militants dans leur contexte géosocio-politique. Fait que c'est pour ça que moi, je le traduis pas. Puis ça sera à voir si la communauté francophone trouve un sens à aussi se réapproprier OK. le mot fou. OK. Ah, mais c'est super intéressant, merci. Je me demandais aussi comment le nom des diagnostics impacte l'expérience vécue des personnes MAD. Par exemple, dans l'exemple de Vincent que tu disais, la distinction entre le trouble de la schizophrénie versus l'entente de voix. Oui, c'est clair que c'est un des chevals de bataille du mouvement des Mass Studies puis de la Mad Pride, c'est que le langage a un impact sur plusieurs choses, notamment la compréhension de soi-même. C'est sûr que si on parle de trouble de schizophrénie, plusieurs personnes vont rapporter que le mot trouble, en fait, n'est pas nécessairement comme un tremplin vers l'épanouissement personnel, une compréhension positive de soi-même. Puis, tu sais, même si on porte attention, on peut voir que le mot schizophrène est en fait souvent une insulte. Ou tu sais, même on va le lire dans certains, pour les philosophes, là, on va le lire dans certains textes, certains auteurs ou autrices vont utiliser le mot schizophrène et pour dire quelqu'un qui est complètement irrationnel, tu sais, complètement, qui n'est pas un agent épistémique. Le contre-exemple. C'est ça, c'est le contre-exemple. Tu sais, c'est pas utilisé souvent comme l'illustration d'un phénomène positif. Fait que je pense qu'il y a une tentative de dépasser le stigma en utilisant d'autres mots, parce que je pense qu'il y a aussi pas une forme de défaitisme, mais en tout cas, le sentiment que peut-être le mot est tellement connoté qu'on peut pas changer sa signification, il en faut un autre juste pour mettre de côté les préjugés ou le stigma. Merci beaucoup, pour cette réponse-là. Maintenant, je t'inviterais à élaborer un peu plus par rapport à les Math Studies, en tant que discipline. Donc, qu'est-ce que le champ disciplinaire émergent des Math Studies, propose de novateur et de transformateur par rapport aux études traditionnelles sur la santé mentale? Dans le fond, je pense que c'est vraiment un courant hétérogène, les math studies, mais s'il faut trouver un thème commun ou quelque chose de vraiment commun à toutes les math studies, c'est un postulat méthodologique que la connaissance doit passer avant tout par la perspective à la première personne. En tout cas, il y a une revalorisation de la perspective à la première personne. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que les personnes qui s'identifient comme maths devraient être les initiateurs de production ou d'initiatives de production de connaissances, par contraste avec la psychiatrie traditionnelle qui ne considère pas nécessairement que les architectes de la connaissance en psychiatrie ou en médecine devraient être les gens qui ont le diagnostic. Fait que ça, je pense que c'est vraiment le renversement méthodologique qui est proposé par les maths studies, qui est commun à l'ensemble de la discipline. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui s'auto-identifie pas comme MAD ne peut pas participer à la discipline, mais il faut juste que le noyau
en termes, tu sais, de pouvoir, là, le noyau dur, de cette entreprise de production de connaissances doit être, composé de personnes qui s'identifient comme MAD en majorité. OK. Donc ça, c'est le point, central. Après, il y a d'autres thèmes qui sont communs. Un thème qui est vraiment, vraiment le plus souvent partagé, c'est l'effort de politisation de la psychiatrie, puis la mise en lumière des relations de pouvoir qui surviennent en psychiatrie. Donc, placer, par exemple, la psychiatrie vis-à-vis le patient comme une relation politique, une relation de pouvoir. Puis là, ici, je dis beaucoup psychiatrie, puis je vais le dire sûrement beaucoup encore, mais c'est pas que la psychiatrie qui est visée par les MAD Studies, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les disciplines psy. Donc, la psychologie, la psychanalyse, qui sont pas nécessairement épargnées de la critique qui, en fait, d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est l'ensemble des disciplines, des pratiques qui composent le système médical, psychiatrique, OK. en tout cas le système de soins en santé mentale tel qu'on le connaît de manière traditionnelle. Il y a aussi une volonté de nommer la violence, les abus qui sont parfois, souvent subis en psychiatrie ou dans les systèmes de soins, des abus physiques, vraiment explicites, là, mais aussi parce que les personnes sont placées souvent dans des situations de vulnérabilité Mmh. et donc en tout cas, je sais pas comment dire ça, ça appelle, en tout cas, ça favorise euh, les actions d'abus. Mais aussi des violences plus symboliques là, au niveau des schèmes conceptuels qui sont utilisés pour désigner les personnes. Tu sais, on parle souvent de déficit, de dysfonction, etc., comme des choses qui peuvent être violentes à recevoir pour les individus qui sont nommés quand on parle de ces choses-là. Puis étant donné qu'on politise la psychiatrie, le soin, ben, il y a aussi une emphase mise sur le social. Dans à la fois l'expérience qui est désignée par la folie, mais aussi une fois que la personne a reçu un diagnostic, bien, quels sont les effets? OK? Fait qu'on peut parler de stigma, discrimination, pauvreté, itinérance, criminalisation, qui sont des trajectoires communes pour les gens qui ont un diagnostic psychiatrique. Évidemment, il y a des différentiels de diagnostic, mais c'est quand même quelque chose de commun. Fait que c'est ça. Fait que s'intéresser vraiment aux structures sociales qui accompagnent l'expérience de la folie. Maintenant, en lisant un peu, dans les écrits sur les Mad Studies, il y a un thème qui semble être récurrent, c'est-à-dire la manière dont on définit la sanity ou, un état d'esprit sain. Comment la définition promue par les psychiatres diffère de celle mise de l'avant par les Mad Studies concernant la sanity? Oui, en fait, j'aurais dû le dire aussi dans les dans les thèmes communs, qui, motivent les Mercedes, mais une autre chose qu'on voit souvent, c'est une attitude de résistance vis-à-vis de la pathologisation de la diversité. Pour les Mercedes, la différence n'est pas en soi une pathologie, OK? Donc on insiste vraiment sur, une défense de la variation de profil cognitif, de la variation en termes de rapport au monde, de rapport existentiel, au monde et que cette variation-là n'est pas mauvaise en soi, elle peut l'être. OK, il peut y avoir de la Mmh. souffrance qui est associée, mais pas nécessairement. Par contraste avec, disons, le fait qu'en psychiatrie, souvent, évidemment, pas toutes les différences sont pathologisées, mais c'est un peu la réaction face à certaines formes de différence, c'est une pathologisation. Puis ce qui est pointé du doigt par les massodistes, c'est que la pathologisation, c'est un phénomène un peu conceptuel. On va dire la dépression est une pathologie, mais généralement, ça ne s'arrête pas là. La conceptualisation entraîne des effets. OK? Donc, on va dire, ben, mettons, si tu es pathologisé, ben, les prises en charge offertes par la psychiatrie, ça va être souvent de la médication ou ça peut être aussi un accompagnement psychologique, mais bon, il y a des variations là-dedans. Mais donc, pathologisation entraîne souvent traitement, qui n'est Mmh. pas nécessairement quelque chose qui est demandé par toutes les personnes qui ont un diagnostic psychiatrique. Puis aussi, souvent dans le phénomène de pathologisation, il y a l'idée de pointer que la cause de la pathologie est dans l'individu. Ce qui contraste vraiment avec l'approche des Massodis, qui essaie d'inciter, elle nie pas que peut-être, dans certains cas, il y a des trucs internes à l'individu, mais c'est pas ça son emphase. L'emphase est vraiment sur les structures sociales qui favorisent ou qui peuvent inciter au développement de la détresse, par exemple. Fait que c'est ça. Fait que je pense que là-dessus, c'est vraiment des visions, on pourrait dire, radicalement différentes de comment concevoir un esprit sain, puis qu'est-ce qui est entraîné par le fait de concevoir que quelque chose n'est pas sain. Mmh. Dans ta réponse, je ressentais beaucoup, quand même, du côté, du domaine, biomédical de la psychiatrie, quand même, une dichotomie assez, stricte, là. C'est on est normal ou on ne l'est pas, donc on est, pathologisé et tout. Puis, je serais curieuse de t'entendre, là-dessus parce que je trouve ça un peu ironique, de
de se faire dire que la personne qui est différente, qui a, une expérience plus complexe et multiple, doit absolument rentrer dans cette case de un ou l'autre, noir ou blanc, Ben, c'est une question complexe Ouais. parce que c'est vrai que, par exemple, souvent on associe la psychiatrie biomédicale au DSM. Puis là, le DSM, c'est un ensemble de catégories diagnostiques. Fait que c'est vrai qu'on va diagnostiquer la différence en fonction justement d'un diagnostic d'une catégorie. Mais c'est clair que de la manière dont on construit les catégories, il y a quand même une reconnaissance du fait que les Ça peut traits varier. sont souvent par degrés. OK. Mais cela étant dit, je pense que tout le monde est comme conscient qu'il y a des degrés, mais dans les faits et dans le conceptuel, c'est des catégories. Mmh. Sauf certaines catégories qui admettent un spectre. Là. Une nouveauté, c'est le spectre de l'autisme. Par exemple, ça, c'est une nouveauté dans le DSM. Fait qu'il y a quand même une reconnaissance que dans certains cas, il y a place pour la gradation, si on veut. Mais de manière générale, le DSM est fait par catégorie. Puis étant donné que le DSM est tellement dominant dans les appareils conceptuels de connaissances, mais ça a un impact sur dans la Mmh. pratique après. Ouais. Maintenant, je me demandais, en lisant un peu, là-dessus, si tu pouvais nous parler du lien qui est posé, entre oppression psychologique et capitalisme, puis comment les mass studies mettent en lumière, cette dynamique qui perpétue, un cycle d'injustice. Oui, fait que ça, c'est une bonne illustration de qu'est-ce qu'on veut dire par mettre l'emphase sur le social. OK? Mmh. Donc, si un exemple qui est classique, là, c'est celui de la dépression. Donc, ça permet de montrer deux choses, je pense, cet exemple-là. À la fois le fait d'avoir l'expérience de la dépression dans un système capitaliste qui tend à couper de plus en plus des mesures d'aide plus sociale. Fait qu'on enlève de plus en plus des ressources, tu sais, d'accompagnement, de support par les pairs ou juste de conditions matérielles, là, qu'on pourrait donner à l'individu qui participerait, peut-être à atténuer certains syndromes, de tristesse, extrême et cetera. Fait que ça, c'est une chose, c'est que certains systèmes économiques tendent à enlever des ressources qui seraient essentielles pour que les gens éprouvent pas de détresse, mais aussi sur comment on conceptualise les normes, dans nos sociétés. Fait que, tu sais, c'est sûr que plusieurs personnes vont faire l'argument que dans la dépression, c'est clair que se cache en arrière-plan une norme de, tu sais, de productivité, d'être apte au travail, pas prendre des pauses où on se retire du monde économique. Donc, cette norme de productivité-là n'est pas remplie quand on est en dépression. Et donc, ça explique possiblement en partie pourquoi on considère que c'est une pathologie. Évidemment, c'est pas pour nier l'expérience de tristesse profonde que peuvent éprouver des gens, mais c'est juste que c'est probablement amplifié Ouais. dans un système capitaliste comme le nôtre où, en plus, on répond pas à cette norme-là qui est valorisée dans la société. Mmh. Puis ça rentre c'est comme ça qu'on rentre un peu dans le cycle d'injustice au sens où, en pouvant pas nécessairement travailler, aller au même rythme que ce système-là effréné, ben, on a tendance à subir plus ensuite d'injustice, mais aussi de marginalisation là, économique, C'est ça, exactement. Fait que le système, il donne une sociale. norme, mais il ne donne pas du tout les ressources pour Ouais. accompagner des individus qui correspondraient pas à cette norme-là. Il tend à exclure les ressources, ça marginalise encore plus les gens qui se Mmh. conforment pas aux normes. Fait que c'est comme un peu un double effet, si on veut, du capitalisme, là. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple d'analyse au sein des mal studies pour comprendre l'effet du social sur la détresse psychologique. Dans un article paru en 2017, Alison Faulkner explique la façon dont la recherche sur la santé mentale est dominée par les savoirs cliniques au détriment des savoirs expérientiels. À partir de ça, j'ai plusieurs sous-questions à te poser. J'aimerais commencer par, d'abord, est-ce que tu voudrais nous donner une définition des savoirs expérientiels? OK. Oui, mais je tiens à dire que je pense que c'est le sujet de l'heure, là. Tu sais, dans le dernier mois, j'ai participé à 2 congrès dont le thème était qu'est-ce que le savoir expérientiel, tu sais, en psychiatrie ou dans les maths studies. Fait que, tu sais, c'est juste, je pense que c'est une question qui est de plus en plus posée puis qui intéresse vraiment tout le monde. Fait que c'est la question de l'heure. Fait que je donne une réponse, mais elle est vraiment pas définitive. Puis je pense que c'est quelque chose qui est en train de se construire, là. Qu'est-ce que c'est le savoir expérientiel puis qu'est-ce que ça devrait être? Mais la définition vraiment basique, c'est juste d'avoir fait l'expérience de la chose dont on parle. Et OK. ça, c'est vraiment ça, un savoir expérientiel. Après, ça, c'est au niveau individuel. Si on va parler de savoir expérientiel individuel et collectif, là, on peut mettre en commun
des savoirs expérientiels. Les personnes qui ont ces savoirs expérientiels à la première personne peuvent se regrouper, théoriser sur leur expérience, fournir une connaissance collective, si on veut, de ce savoir-là. Fait que ça, c'est une chose. Mais je dirais qu'un truc qui est très populaire à l'heure actuelle, c'est la théorie féministe du standpoint qui va venir, si on veut, restreindre un peu ce qui nous intéresse dans ce savoir expérientiel-là. OK. Fait que là, rapidement, la théorie féministe du standpoint, c'est juste l'idée que des Oui. gens qui sont en position sociale différente vont avoir accès à des ensembles de savoirs souvent différents. Puis le fait d'être dans une situation sociale subordonnée te donne un avantage épistémique à connaître mieux certains aspects du monde. Puis souvent, cette position sociale subordonnée te donne un avantage épistémique à connaître davantage l'oppression, OK, et comment elle se manifeste. Fait que ça, c'est super populaire chez les Mad Studies parce que justement, ce qui est intéressant dans les Mad Studies, c'est de politiser le rapport système de soins, patient, entre guillemets. Et donc, on peut évidemment transposer la théorie féministe du standpoint aux Mad Studies en disant, ben le fait d'être Mad donne peut-être un avantage épistémique dans certains domaines de la connaissance, notamment en tout cas, les domaines de la connaissance qui concernent l'oppression, la stigmatisation, etc. Concernant les enjeux sous-jacents, au fait d'exclure justement ces savoirs expérientiels, comment on les explique, le fait d'exclure ces savoirs expérientiels pour produire ensuite des connaissances en santé mentale? Oui, fait que lié probablement à la théorie féministe du standpoint, ou en tout cas au cadre que j'ai donné, une chose qu'on peut aussi faire valoir, c'est que le fait d'avoir exclu ce type de savoir-là, ça a un impact aussi sur les questions de recherche qui nous intéressent, puis le type de savoir qu'on va produire. En psychiatrie, une chose qui est souvent pointée, c'est le fait qu'on a une connaissance étendue de tout ce qui est pharmacologisation ou en tout cas de la connaissance des processus neurobiologiques qui pourraient être traités par des médicaments. Puis on n'a pas beaucoup de connaissances sur, par exemple, quels sont les mécanismes impliqués dans le support par les pairs? Qu'est-ce qui est le plus à même d'aider les gens dans un groupe de support par les pairs? OK? Fait que c'est clair qu'il y a un aspect financement de la recherche qui influence quel type de savoir un produit, mais aussi probablement qui est sur les équipes de recherche parce que c'est eux qui, d'une certaine façon, déterminent, orientent la recherche. Étant donné qu'on s'est tellement focusé là-dessus, on n'a pas beaucoup de connaissances sur le social, mais même au niveau de la pharmacologisation, puis même au niveau de la consommation de médicaments, il y a des connaissances qu'on n'a pas ou qu'on a peu. Il n'y a pas beaucoup de connaissances sur les effets secondaires. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister les trucs possibles, puis c'est tout. Souvent, les gens, ils vont demander, ben, tu sais, moi, j'aimerais ça en savoir un petit peu plus en termes d'effets à long terme, par exemple, la prise d'un médicament sur 40 ans, mettons. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ça, c'est pas toujours contenu dans les informations qu'on a. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive quand je renonce ou en tout cas quand je veux arrêter ma prise de médicaments? Souvent, les gens vont rapporter que c'est extrêmement difficile. Il y a des symptômes physiques là, à l'arrêt de prise de médicaments. Mais comment on fait pour accompagner les gens qui souhaitent arrêter un médicament, étant donné que beaucoup de la connaissance en psychiatrie est financée par l'industrie pharmaceutique. Il n'y a aucun intérêt à produire ce genre de connaissances-là parce que les industries pharmaceutiques ne sont pas intéressées à ce que les gens arrêtent de prendre des médicaments. Fait que, tu sais, qui oriente la recherche a clairement un impact sur quel genre de savoir on produit. Puis ça, c'est juste deux illustrations. Tu sais, à l'inverse, on pourrait montrer qu'est-ce qui est amené quand les savoirs expérientiels sont mis au premier plan. Puis là, on voit qu'en fait, ben, tu sais, les billets sont bien mis en valeur, ou en tout cas sont bien montrés, l'impact d'un diagnostic sur la perception de soi. C'est des choses qui intéressent les gens qui ont une expérience à la première personne, mais qui sont souvent des questions de second ordre. Tu sais, par contraste avec bien comprendre le mécanisme neurophysiologique impliqué dans la dépression, par exemple. Fait que c'est des exemples, mais tu sais, à force que les exemples s'accumulent, ça devient de plus en plus convaincant que ça a réellement un impact sur la production de connaissances. Ensuite, je me demandais sur le plan méthodologique, comment, on peut inclure les savoirs expérientiels, dans les recherches en santé mentale? Mais il y a plusieurs façons. Disons, je pense que il y a d'une certaine façon des savoirs expérientiels qui sont déjà intégrés dans la recherche, mais je pense que ce qui est demandé par les Mad Studies, c'est vraiment un pas de plus. On parle d'une de recherche participative, mais qui mettrait les personnes qui s'identifient comme Mad comme chercheurs. OK? Comme experts par expérience, si on veut, qui peuvent participer à l'élaboration de la recherche. Fait qu'on peut impliquer ces gens-là dans les équipes de recherche. Ces personnes-là peuvent être les gens qui passent les interviews, peuvent être les gens qui font le design de la recherche. Ils peuvent être les personnes qui élaborent les devis éthiques
par exemple, sur quels sont les risques qu'eux perçoivent dans la recherche. Puis aussi, ben là, comme on l'a dit tantôt, élaborer les questions de recherche, ça joue beaucoup. Une autre chose qui est identifiée aussi, c'est de préférer, ben pas de préférer toujours, mais de revaloriser la recherche qualitative qui donne une place à certains savoirs expérientiels de se raconter véritablement. Fait que de vraiment avoir des histoires telles qu'elles se voudraient se raconter, ça peut aussi participer à avoir une plus vaste palette de connaissances sur ce qui est vraiment vécu puis ce qui intéresse véritablement les gens. OK, bon, ben, super. Merci beaucoup, pour cette réponse-là. Maintenant, je te propose qu'on passe au volet plus, injustice, épistémique, mais vécue par, les personnes MAD. Ben, on se cachera pas que ces personnes-là vivent des injustices épistémiques dans le domaine biomédical. Puis, je me demandais si tu voulais nous en dire davantage sur ces injustices. OK, fait que, bon, les injustices Oui. épistémiques, gros sujet de l'heure Oui. aussi. Mais donc, de manière générale, en tout cas, depuis Flickr, on distingue 2 types d'injustices épistémiques, les injustices testimoniales puis les injustices herméneutiques. Je vais laisser les injustices herméneutiques de côté un petit peu parce que ce qui a été beaucoup, beaucoup traité en psychiatrie, c'est les injustices testimoniales. Donc, des injustices qui surviennent quand une personne essaie de passer de la connaissance, mais que pour des raisons liées à des stéréotypes d'identité négatifs, ce témoignage-là, soit n'est pas transmis ou justement, il y a un déficit de crédibilité, donc il n'est pas reçu. Donc, ça, on le rapporte beaucoup, beaucoup dans les systèmes de soins. Puis, ici, le groupe social qui nous intéresse, c'est le groupe MAD, en tout cas le groupe personnes avec un diagnostic psychiatrique. Puis, le type de stéréotypes d'identité négative qui est apposé à ce groupe-là, c'est des stéréotypes comme le manque de fiabilité, l'irrationalité, la labilité émotionnelle excessive qui empêchent ces individus-là d'être des agents épistémiques comme les autres. Puis aussi un stéréotype lié à la dangerosité, lié à certains diagnostics, qui vient aussi des fois teinter l'interprétation qu'on fait d'un témoignage. Donc ça, c'est des stéréotypes qui sont vraiment ancrés, qui mènent à penser que ben, les personnes qui ont un diagnostic psychiatrique, surtout ce qu'on appelle les diagnostics de santé mentale grave, euh, euh, souvent, on ne considère pas que ces personnes-là peuvent participer à la vie citoyenne. On ne les considère pas comme des citoyens à part entière. Puis ça a des effets en termes de perception de soi qui sont vraiment importants. Mais juste pour illustrer comment ça peut se manifester, ce genre de stéréotype-là, dans la pratique puis dans le système de soins, un truc qui est vraiment en vogue ou de plus en plus documenté, c'est le fait que plusieurs personnes avec un diagnostic psychiatrique se présentent dans des systèmes de soins, puis ne peuvent pas avoir accès à un soin ou à un suivi parce que leur diagnostic psychiatrique prend le dessus, si on veut, sur leurs symptômes physiques. OK, fait que je m'explique. Je vais donner des exemples pour ça. Mais dans la presse, c'était sorti, là, je pense, à l'automne dernier, beaucoup, beaucoup d'histoires de personnes avec des troubles de la personnalité limite qui se présentaient à l'urgence ou chez leur médecin. Puis, étant donné qu'ils ont un historique de santé mentale, ben, tout ce qu'ils vont raconter est interprété comme l'expression de leurs symptômes. OK? Fait que là, ils sont en recherche d'attention et donc, ils n'ont pas réellement un cancer, une douleur, etc. OK? Mais ça, c'est de plus en plus, c'est des récits qui sont de plus en plus mis de l'avant. Dans la presse, il y avait ce récit d'une dame qui avait une fracture du bras qui n'a juste jamais réussi à avoir accès à des soins. Puis, plusieurs années plus tard, quelqu'un lui a fait un IRM, puis on a vu la marque de la fracture non soignée parce que cette personne-là n'avait jamais réussi à avoir accès aux soins. Fait que ça, c'est un exemple, mais tu sais, mettons des gens avec des diagnostics de schizophrénie, souvent leur symptôme est interprété comme un délire somatique, OK? Donc un délire lié au fait de penser qu'on est malade. Mais ça, c'est grave d'une certaine façon parce que la personne n'a pas accès à des tests particuliers, puis ben, ça peut mener à la détérioration de l'état de santé, puis ben, tu sais, en tout cas, il y a des risques de mort ou en tout cas de maladies graves. Fait que ça, c'est vraiment rapporté souvent. Puis, il y a aussi ben, des exemples de manière générale où, parce que la personne a un comportement étrange, etc., ben, considéré comme anormal, ben là, il y a un déficit de crédibilité, puis la personne essaie de s'exprimer dans un contexte structuré, formel, etc., puis le témoignage passe pas juste parce qu'elle est perçue comme une personne étrange et donc non fiable.
Fait Mmh. qu'il y a c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup, de choses qui sont rapportées comme ça. Avec la dangerosité aussi, l'idée que même si historiquement, il y a absolument aucune évidence que tu pourrais être dangereux, le fait d'avoir un diagnostic X va faire que, par exemple, dans un contexte de soins, ben, tu vas être exclu, tu vas être tu sais, il va y avoir des Isolé. systèmes de sécurité, renforcés parce que tu as le diagnostic, mais pas parce que tu as fait la preuve Mmh. historiquement qu'il y aurait des risques que tu sois dangereux pour toi-même ou pour autrui. Et c'est le genre de truc comme ça qui est considéré comme des injustices épistémique où le diagnostic prend le dessus sur la capacité de l'individu à offrir des connaissances. Et puis les gens qui ont des épisodes psychotiques, par exemple, disent bien que, ben, effectivement, certains contenus de croyances sont faux. Mmh. Mais c'est pas parce que tu as certains contenus de croyances qui sont généralement spécifiques que l'ensemble des Ouais. croyances va être faux. Fait qu'il y a aussi une erreur de généralisation de qu'est-ce qui est faux dans les croyances qui peut entraver la transmission de connaissances. Je me demandais, concernant les injustices épistémiques, est-ce que ça serait possible, selon toi, de mettre en lumière ces injustices épistémiques infligées aux personnes MAD en faisant une analogie avec le, domaine du visible et de l'invisible? Donc autrement dit, étant donné que la souffrance mentale des personnes est invisible, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre ces personnes et les personnes en situation, par exemple, de handicap physique? Puis est-ce que la nature des injustices épistémiques est similaire ou différente selon la souffrance de ces personnes quand, ben, une fois qu'elles entrent dans le, processus de médicalisation? C'est vraiment une vaste question. Il y en a plusieurs dedans. Mais je peux répondre brièvement que plusieurs personnes, puis même plusieurs défenseurs des mass studies vont dire que une des inspirations, c'est le modèle pardon, le modèle social du handicap, OK. qui est donc émergent, donc qui a émergé à la suite d'activisme de la part des personnes qui étaient en situation de handicap physique. Mmh. Euh, il y a cette critique-là que dans ce modèle-là, qui était pour l'émancipation des personnes en situation de handicap en général, il y a eu vraiment peu d'attention qui a été portée aux personnes avec ce qu'on peut appeler un handicap psychosocial. OK. Et donc, quelqu'un avec un diagnostic psychiatrique pourrait s'identifier comme quelqu'un avec un handicap psychosocial. Mais c'est juste que ça a été, comme je dis, invisibilisé Ouais. dans ce domaine-là. Après, l'idée, c'est vraiment pas de faire des hiérarchies. Quelqu'un en chaise roulante, quelqu'un avec un diagnostic de schizophrénie, tu sais, qui vit le... Je pense que c'est vraiment pas ça, Mmh. mais c'est vrai que historiquement, on a vu quand même une invisibilisation dans certains mouvements militants euh, des personnes MAD ou des personnes avec un diagnostic psychiatrique. Puis je pense aussi que les stéréotypes sont pas toujours les mêmes. Tu sais, l'enjeu de la dangerosité, Ouais. c'est pas nécessairement quelque chose qui est partagé. Fait que je pense qu'il y a aussi un intérêt à distinguer les deux, tu sais, à les visibiliser les deux, mais à distinguer aussi le type d'oppression euh, qui peut être vécu, le type ouais, le type d'obstacle qui peut survenir est différent, même si le modèle peut être appliqué aux deux. C'est sûr que là, je m'intéresse aux maths studies, fait que ça m'intéresse de montrer puis d'insister sur les impacts négatifs, Ouais. mais ma position personnelle est qu'il y a des gens qui ont des expériences positives avec les systèmes de soins. Il ne faut pas non Ouais. plus faire une généralisation, de dire que c'est tout noir tout le temps. Fait qu'effectivement, pour certaines personnes, je pense que c'est vraiment positif. Puis, évidemment, c'est positif parce que, étant donné la structuration des systèmes de soins puis des ressources, le fait d'avoir un diagnostic et un accès à des ressources particulières. Ouais. Donc, c'est sûr qu'un des avantages principaux d'avoir un diagnostic, c'est que tu as accès à des ressources. Un autre avantage pour certaines personnes, c'est que tu as accès à une communauté, c'est-à-dire tu as accès à, en tout cas, au moins tu peux te nommer, même si tu es en désaccord avec certains aspects du diagnostic, tu peux te nommer puis te reconnaître aussi dans l'expérience de d'autres personnes grâce à ça. Euh, Puis aussi, bon, dans les cas où ça se passe bien, que le diagnostic correspond, etc., il y a des cas de bonne prise en charge où, en plus, le médicament fonctionne, que ça, tu sais, il y a des belles histoires, si on veut, mais c'est ça, faut balancer un peu, un peu ces belles histoires par contraste avec les récits d'abus et tout. Puis aussi, quelque chose que je veux quand même soulever, c'est que des fois, c'est vrai qu'on dépeint la psychiatrie comme, tu sais, en en expansion constante, mais souvent, cette expansion est le résultat d'une demande de certains groupes de patients qui, en fait, veulent une reconnaissance de leur détresse particulière et donc demandent la médicalisation, voire parfois la pathologisation de leurs conditions. C'est rare que Mmh. quelqu'un demande de se faire dire qu'ils ont une dysfonction, là, mais ils demandent une prise en charge médicale. Il y avait une conceptualisation médicale. C'est déjà arrivé par le passé. L'exemple du syndrome post-traumatique, c'est OK. un exemple de création de diagnostic dans le DSM qui a été
motivés par l'activisme de groupes de patients. OK. Et tu sais, c'est pas non plus unidirectionnel. Ouais. Il y a aussi, c'est montré quand même dans les travaux de sociologie, là, qu'un des acteurs de la médicalisation en psychiatrie, ce sont les patients. OK. Fait que, tu sais, visiblement, certains groupes de patients voient dans la psychiatrie quelque chose de positif, puis en font la demande. Mmh. Je pense que c'est ça. C'est juste faut balancer la demande par contraste avec la critique, puis essayer de trouver. Le juste C'est milieu. ça. Ouais. Maintenant, parce qu'on a parlé des injustices épistémiques subies par les personnes MAD, mais il y en a aussi des injustices épistémiques qui sont subies par les MAD Studies, en général. Puis dans ton article de 2022, tu avances que la médicalisation, c'est, une source d'injustice contributive, envers les MAD Studies dans le domaine de la psychiatrie. Donc, je me demandais, est-ce que tu peux nous expliquer, ce que sont les injustices, contributives, puis nous expliquer la différence, entre les différents, types d'injustices épistémiques, pour clarifier les nuances en jeu ici? OK. Fait que, on se rappelle, il y a 2 types d'injustices, épistémiques classiques, les injustices testimoniales puis les injustices herméneutiques. Tantôt, j'ai laissé de côté les injustices herméneutiques, mais c'est un peu là où se joue la distinction au niveau des injustices contributives. Donc, de manière classique, en tout cas, tel que Miranda Fricker l'a décrit, l'injustice herméneutique, c'est quand quelqu'un essaie de faire sens de son expérience du monde, mais n'a pas les ressources herméneutiques. Puis par là, on entend des concepts, des schémas, des représentations. Et donc, cette personne-là n'a pas ces ressources herméneutiques-là pour faire sens de son expérience ou de transmettre son expérience aux autres. OK? Exemple classique, le concept n'existe pas pour que moi, je comprenne ce que je vis, que je puisse le communiquer à mes proches, par exemple. Exemple plus explicite, le concept de harcèlement sexuel. Donc, dans les années 60-70, ce concept-là n'existe pas. Mmh. Donc, certaines femmes qui vont au travail, qui font l'expérience de harcèlement sexuel, peuvent pas comprendre ce qui leur arrive, même si elles ont un ressenti négatif, parce qu'elles se font dire que c'est de l'humour, de la galanterie, de la séduction classique, etc. Puis ça a un impact après ça sur leur expérience qu'elles font du phénomène, mais aussi sur leur communicabilité à autrui, puis à la société en général. Il y a une organisation sociale qui n'est pas mise en place pour faire face à ce phénomène-là, parce que comme si le phénomène n'existait pas, parce qu'il n'y a pas le concept. Fait que, tu sais, par exemple, quelqu'un qui veut quitter son travail parce qu'elle vit du harcèlement sexuel, ben, elle n'aura pas de chômage parce que le Mmh. concept n'existe pas. Fait qu'elle va quitter son travail pour raison personnelle. Puis là, ça, la société valide pas ça, si on veut. L'idée, c'est que ça, c'est un manque de ressources conceptuelles ou herméneutiques. Puis c'est une injustice parce que, de manière générale, certains groupes sociaux ont tendance à avoir moins les ressources pour nommer leur expérience et la communiquer à autrui parce qu'ils sont exclus des structures de production de connaissances. Puis là, c'est évidemment injustice testimoniale, injustice herméneutique interagissent. Mais donc, étant donné qu'ils n'ont pas cette participation-là, ben, ils ne créent pas les ressources qui seraient utiles à eux-mêmes et donc ne peuvent pas le communiquer à autrui puis changer le social. Fait que ça, c'est les injustices herméneutiques classiques. Puis, ce qui a été critiqué par la suite, c'est que même dans les cas paradigmatiques d'injustice herméneutique, il y avait en parallèle, imaginons là, la femme qui est désœuvrée parce qu'elle ne peut pas faire sens de son expérience, très bien, cette chose-là peut exister, mais il y avait en parallèle des femmes qui faisaient sens de leur expérience, étaient capables de le théoriser, puis même si le concept tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas nécessairement, ou en tout cas n'était pas Ça connu s'appelait du pas large comme public, ça, là. c'est ça, ça s'appelait pas comme ça, mais il y avait la capacité de le nommer parce qu'il y avait des groupes de résistance, des communautés résistantes qui en fait en parlaient, en théorisaient, puis produisaient du savoir critique sur ce phénomène-là. Puis, il y a aussi donc ce premier moment. Le deuxième moment où, en fait, le concept a été inventé, mais il n'était pas entériné par la société. Fait, le concept existe, les femmes savent qu'elles vivent du harcèlement sexuel, mais la société dans l'ensemble reçoit pas du tout cette ressource critique alternative radicale Mmh. qui pourrait permettre l'émancipation des femmes au travail. Donc, ça, c'est les injustices contributives. Puis donc, ce que j'essaie de faire dans l'article, c'est montrer que ben, les MAD Studies, d'une certaine façon, produisent du savoir critique alternatif résistant, Mmh. mais que présentement, dans la structure de connaissances, ce savoir-là n'est pas transmis dans la société dans son ensemble, étant donné ben, plusieurs choses, mais étant donné comment les ressources sont allouées, comment on transmet la connaissance, puis aussi, malheureusement, étant donné les stéréotypes d'identité négatifs, donc les MAD se disent c'est fait par les personnes MAD, donc Mmh. tous les stéréotypes d'identité négative dont on a parlé jusqu'à maintenant s'appliquent aux personnes MAD. Fait qu'il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi ce savoir-là n'est pas transmis ou généralisé. Puis donc, c'est ça, j'essaie de défendre que, ben là, il y a là une injustice contributive au même titre qu'il y en avait une quand les femmes avaient développé le concept de harcèlement sexuel, mais qui n'était pas généralisé à l'ensemble de la société. Mmh.
Ben, je trouve que c'est vraiment éclairant qu'est-ce que tu nous expliques, puis je trouve que ça fait sens. Avant que les concepts soient inclus dans le savoir dominant, ils sont toujours un peu en périphérie, puis ça prend quand même du temps avant qu'ils soient adoptés, par la majorité, là. Si je peux Oui, ajouter, pardon, absolument. mais une des raisons pourquoi on devrait s'intéresser aux injustices contributives, en tout cas comme, Gail Paulos puis, Christy Dodson l'ont défendu, c'est que le fait de pas en parler, ça fait comme si les savoirs n'ont pas existé. Tu sais, quand tu racontes Mmh. l'histoire de l'injustice herméneutique, c'est comme s'il y avait pas eu ces groupes résistants qui ont en fait participé à créer le concept, puis qui sont responsables du fait qu'aujourd'hui le concept existe. Fait que parler d'injustice contributive, bon, c'est nommer l'injustice, mais c'est aussi participer à visibiliser, les savoirs, si on Mmh. veut, ouais. Puis le processus, actif d'agents et d'agentes qui ont contribué à ce que ça Exactement. soit. OK, super. J'avais une question par rapport à, l'article de Kay Steslow de 2010. Dans cet article-là, on aborde le concept de, entre guillemets, «view from nowhere». Je cite, traduction libre. La, philosophe Naomi Sheman écrit que les personnes qui sont subordonnées, marginalisées ou qui vivent dans les lieux sociaux fermés apprennent que, pour être prises au sérieux, elles doivent adopter la, vue omnisciente, privilégiée là, ou «view from nowhere» et parler comme si elles se situaient hors d'elles-mêmes. J'aimerais que tu nous expliques davantage c'est quoi cette vue omnisciente là, ou cette view from nowhere qui semble quand même prédominer dans le système biomédical en ce moment. OK, je vais essayer de faire court, mais l'idée de vue omnisciente ou de view from nowhere, c'est l'idée que les connaissances qu'on a en sciences représentent le monde tel qu'il est de manière parfaitement objective, puis qu'il y aurait comme un lien direct entre nos théories puis le monde. Fait que donc que nos perspectives influencent pas nécessairement la connaissance, au moins scientifique. Si on applique cette idée-là au modèle biomédical, ça serait l'idée que, étant donné que le modèle biomédical est associé à la science, le modèle biomédical est d'une certaine façon une représentation fidèle, parfaite, si on veut, du monde tel qu'il est. Donc, tout ce qui est produit par ce système de connaissances-là est une représentation vraie, donc c'est la vérité. Ok? Mhm. Si on pense que c'est vrai, ben, c'est sûr que quand on reçoit les témoignages des mastocytes, quand on écoute le discours des mastocytes qui proposent des conceptualisations alternatives, ben, on a tendance à les décrédibiliser parce qu'on se dit, ben, j'ai la science qui me donne une connaissance vraie sur le monde. J'ai les mastocytes qui sont un mouvement politique, perspectiviste, influencé par leur histoire de vie. Mais qui je vais croire? Ah, ben, je vais prendre la vérité, pas le politique. OK? Fait que c'est sûr que si on pense que c'est ça la connaissance, ben, on a tendance à décrédibiliser un système de connaissance par rapport à l'autre. La philosophie féministe des sciences, mais d'autres philosophies de la connaissance ont participé à montrer que ben, cette vision-là de la science était erronée le plus souvent, puis qu'en fait, la connaissance est toujours située d'une certaine façon, puis que reconnaître ça, ben, ça laisse la place à des interprétations divergentes du monde, puis dans ce cas-ci, ça peut participer à une interprétation légitime et divergente du modèle biomédical tel que c'est promu par les mastodistes. Merci beaucoup pour ta réponse. Je propose comme dernière partie, parce que là, on a un peu parlé des impacts négatifs et tout, mais comment on peut entrevoir des pistes de solutions pour le futur? Je me demandais comment faire pour mettre davantage à l'avant-plan les savoirs pratiques des Mind Studies, puis comment faire pour que les alternatives à la médicalisation soient reconnues comme étant complémentaires à un traitement médical et non comme inférieur ou invalide. Je pense que le nerf de la guerre, c'est le financement, là. C'est où sont les ressources, puis où est-ce qu'elles sont allouées. Parce que c'est clair qu'il y a des il y a un potentiel, là, dans les massodistes, mais il y a vraiment peu de moyens pour développer ces connaissances-là. Fait que je pense que ça, c'est vraiment tu sais, c'est la solution structurelle. Ben, c'est pas facile parce que faut le faire, mais c'est évident, si tu veux, en tout cas, Mhm. de mon point de vue. Après, c'est sûr que comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être une personne MAD, ça vient avec des stéréotypes. Fait que, tu sais, il y a aussi comme toute une lutte contre les stéréotypes Ouais. qui doit s'accompagner de ça, mais ces choses-là peuvent se renforcer, là, tu sais, c'est-à-dire s'il y a les ressources allouées, ça génère de la connaissance qui est valide, qui sert, ben tu sais, ça participe à lutter contre les préjugés que les personnes avec un diagnostic sont pas des agents fiables. Et en tout cas, il y a tout un ensemble de trucs qui peuvent être faits. La recherche participative qui se met de plus en plus en place, c'est aussi une façon de faire. Mais c'est clair que c'est un travail de taille, puis c'est un travail de taille aussi parce qu'il y a le risque de ce qui est appelé la cooptation. Donc, le fait que
dans le fond, les ressources hyper radicales sont proposées, sont perçues comme intéressantes, puis là, elles se font un peu gommer par le système classique. Un exemple de ça, c'est le support par les pairs, où, puis là, c'est pas pour dire le support par les pairs est complètement invalide là, dans le domaine de la psychiatrie clinique, mais c'est clair qu'à la base, le support par les pairs, c'était une initiative qui venait remplacer le modèle biomédical. Dans certains cas, le support par les pairs, dans le fond, c'est des pairs qui expliquent que le traitement leur a bien servi, OK. etc. Tu sais, c'est vraiment moins radical que ce qui était proposé OK. à la base. Fait que, tu sais, il y a tous ces enjeux-là aussi de comment, étant donné ce rapport de pouvoir Ouais. inégal, comment préserver des ressources qui sont vraiment radicales et alternatives si elles cohabitent avec la psychiatrie qui est dominante. Dans le balado, que tu parlais, qui explique la perspective de Vincent qui entend des voix, ça m'a quand même marquée parce que Vincent, il nous raconte, une des interactions qu'il a avec une autre personne dans un groupe de soutien. Cette personne-là s'adresse à Vincent et lui dit, je cite: «Mais toi, t'es pas schizophrène, t'es Vincent et t'es entendeur de voix. Dans ce qu'il m'a transmis, je retrouvais mon identité. Je n'étais plus le malade, mais j'étais avant tout moi, une personne, et j'étais avant tout Vincent.» Fait que cette question de la reconnaissance de l'identité, dans ce témoignage-là, ça m'a quand même frappée. Ça me semblait impliquer que, sous un paradigme biomédical, l'identité de la personne malade est quand même vraiment effacée, n'est pas prise en considération, là, comme on disait tantôt, un peu plus tôt. Heu, Fait que comment expliquer cet effacement, assez violent, là, si je peux me permettre, de l'identité dans le processus, médical? Puis comment, expliquer le fossé important entre guérison et négation de l'identité? Oui, ben c'est intéressant ce passage-là du podcast parce que, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y avait une identité. C'est juste que l'identité était présentée comme exclusivement négative. Puis dans le fond, le fait de se percevoir comme, d'une part, Vincent, un être humain, deux, Ouais. entendeur de voix, quelque chose qui a du potentiel positif, Ouais. ça participe à donner une identité Positive. positive à la personne. Fait que je pense que, tu sais, ça fait un beau lien, je trouve, avec le début Ouais. de notre discussion, au sens où ben, les mots ont vraiment un potentiel émancipateur. Puis dans ce cas-ci, ben, le fait de se percevoir comme entendeur de voix, clairement, ça ouvre un espace pour se percevoir comme quelqu'un de positif, puis pas Ouais. juste comme un malade, mais comme quelqu'un qui peut prendre en main sa vie, puis qui peut prendre en main ses voix, dans le fond. Mmh. J'oublie peut-être certains aspects de ta question. C'est pourquoi je t'ai lancé ça en Ah rafale, oui, là. mais non, non, mais oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de choses dans la question, mais c'est sûr qu'un diagnostic, c'est pas créé pour donner une identité à quelqu'un. Ouais. C'est juste que ces ressources-là sont tellement dominantes que ça en vient à effacer l'identité de la personne. Elle Et tu sais, devient que son oui, diagnostic. parce que c'est sûr que quand tu lis le diagnostic, il n'y a pas vraiment de raison de penser que ça, c'est la personne. Tu sais. Puis c'est pour ça que, tu sais, même des fois, c'était comme tu sais, une personne avec le diagnostic, mais c'est avec d'autres choses. Tu sais. Ouais. Fait que personnellement, je pense que l'intention n'était pas d'effacer l'identité de la personne. Mais c'est ça. Étant donné ce rapport de pouvoir-là, puis le fait que certains systèmes de savoir sont dominants, je pense qu'il faut prendre au sérieux le fait que les gens se sentent subsumés, ou je sais pas comment dire ça, mais ils se sentent Submergée. submergés, ou en tout cas interprétés à part entière avec la grille du diagnostic, Ouais. tellement c'est puissant. Tu sais. Effectivement, les diagnostics peuvent effacer les identités positives des gens. OK. Ça donne de l'espoir, là, le potentiel émancipateur, des mots puis des reprises de diagnostics, par les personnes, MAD. J'aimerais aussi te parler, d'un autre passage dans le podcast de Vincent. Je cite: «Ils m'ont laissé m'exprimer sur mes voix, mais avec une réelle curiosité. Pour une fois qu'on me demandait qu'est-ce que c'était ces voix, il y avait une ouverture d'esprit.» Donc, dans le témoignage de Vincent, il nous disait que les traitements étaient plus forts quand il était honnête sur le contenu et la nature de ses voix, qu'il n'y avait pas d'écoute de la part de l'équipe médicale, puis que les traitements faisaient vraiment régner un climat de surveillance, de suspicion, puis de contrôle, puis ultimement de violence. Donc, Vincent ne pouvait pas témoigner en toute sécurité sans crainte de recevoir des traitements, là, je mets entre guillemets parce que c'était plus violent qu'autre chose au final. Puis, avec ça en tête, je me demandais comment on fait pour guérir les personnes qui ont des expériences vécues de souffrance mentale, alors qu'au final, on ne les laisse pas s'exprimer librement sur leurs expériences vécues, puis qu'elles doivent parler selon un certain registre linguistique. Puis là, ça fait penser un peu à la view from nowhere de tout à l'heure, là.
C'est ça, fait que vaste question Oui, à encore une nouveau. fois. Mais, mais c'est clair que créer des espaces où les gens peuvent s'exprimer, puis c'est pas juste qu'ils peuvent s'exprimer puis on les écoute, c'est qu'on s'engage dans le contenu de ce qui est raconté. Là, c'est pour les entendeurs de voix. Ouais. Il y a vraiment ce mouvement-là ou cette défense-là qu'il y a de la signification dans les perceptions, puis s'engager dans la signification est peut-être ce qui va permettre justement, tu sais, un rétablissement, une prise en charge, plus efficace que souvent l'approche réduction des symptômes, OK. qui va être promue par l'approche psychiatrique majoritaire. Fait que dans le cas de l'entente de voix, le fait de vouloir réduire les symptômes pour plusieurs personnes, ça ne fonctionne pas. Mmh. Ou en tout cas, les symptômes sont réduits, mais à quel prix? Tu sais, au prix des effets secondaires importants, etc. Et peut-être que c'est ça, il y a une autre façon qui est le fait de parler à la voix, en fait, de ne pas vouloir la Faire cacher ou taire. tout ça, mais de s'engager frontalement Ouais. avec la voix parce qu'elle est pour la personne réelle, puis que c'est en la percevant comme véritablement réelle qu'elle va se taire. Tu sais, Mmh. ce que Vincent raconte, c'est qu'il lui a parlé comme à un Ouais. être rationnel, puis il a dit comme à n'importe qui, laisse-moi tranquille. Puis à force, cette personne-là, ben, en tout cas, cette voix-là a écouté, Ouais. si on veut. Fait que ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis c'est vrai que de manière générale, en psychiatrie, il n'y a pas cette place-là. Après, il y a des psychiatres Oui. qui ont cette attitude-là, là, c'est pas ça, mais disons, le classique, c'est réduction de symptômes et qu'on ne laisse pas place à la signification dans le symptôme. Fait que ça, c'est une voie, si on veut, de solution possible. Après, ça ne marchera probablement pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, c'est porteur de changement. Vraiment intéressant, puis pour terminer, ben, la dernière question que j'ai, puis ensuite si jamais vous en avez, on sera très preneurs et preneuses. La force du partage, du sentiment de communauté et d'entraide dans les groupes de soutien, ben, tout au long de tes exemples, à chaque fois que tu en parlais, comment humaniser les soins, briser l'isolement des personnes qui expérimentent la souffrance mentale, avec les groupes de soutien. Puis je me demandais, est-ce que ces pistes de solutions devraient se faire à même le système biomédical actuel ou, en périphérie? Donc, autrement dit, est-ce qu'il faut tenter d'inclure des pratiques plus inclusives dans le système actuel avec la possibilité de devoir édulcorer certaines solutions ou bien de rejeter, pardon, complètement ce système puis d'en ériger un, alternatif, ou en parallèle? Bon, ça, c'est une question qui fait débat Ouais. dans les Mad Studies, OK. parce que c'est pas tous les chercheurs dans les Mad Studies qui pensent qu'il faut abolir la psychiatrie, OK? Il y a une critique de la psychiatrie, mais pour plusieurs personnes, il y a une reconnaissance que chez certains, certaines, c'est bénéfique. Il y a d'autres personnes qui sont plus radicales puis qui disent il n'y a pas moyen de réformer cette institution-là, mieux vaut l'abolir pour pouvoir passer à autre chose. Fait que là, ça, c'est une tension. Moi, j'avoue que je suis un peu plus du côté pluraliste. OK. J'ai l'impression qu'il y a l'espace pour les deux, mais je pense que le défi quand on est pluraliste, c'est de prendre au sérieux ce qui est défendu par les abolitionnistes, c'est-à-dire comment est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir, en tant que groupe minoritaire ou marginalisé, élaborer un système qui va jouer un rôle aussi important Ouais. que ce qui a déjà le pouvoir, c'est-à-dire la psychiatrie Et le traditionnelle et le financement et financement. ouais. Tu sais, fait que leur point est vrai, puis je pense que là, c'est aux pluralistes de montrer qu'il y a une voie possible pour que cette cohabitation-là se fasse sans cette asymétrie de pouvoir. Mmh. Fait que l'avenir nous dira si le pluralisme peut gagner. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux la critique des abolitionnistes. Juste pour dire, il y a des initiatives de support par les pairs dans les institutions de soins en psychiatrie, fait que ça existe. OK. Puis il y a des institutions complémentaires, plus que basées dans la communauté, qui existent aussi. Fait que ces choses-là existent. Je dirais, elles sont pas nécessairement majoritaires, mais au Québec, en tout cas, ça tend. Il y a de plus en plus de patients partenaires, de support par les pairs dans les institutions. Fait que ça, tu sais, il y a quand même cette volonté de faire. Mais je pense que qu'est-ce qui est critiqué des malsadis, c'est si ça s'accompagne pas d'un changement plus radical, pour les malsadis, ça va être insatisfaisant. Tu sais, si les conceptualisations sont pas changées, si les outils diagnostiques sont pas changés, s'il y a OK. pas un temps augmenté de rencontre avec les patients, une meilleure structure, etc., même s'il y a de l'inclusion, je pense que c'est considéré comme insatisfaisant. OK. Fait que c'est ça. Fait que il y a de l'espoir, Ouais. j'espère. Mais puis il y a des choses qui se font. Je pense, tu sais, en termes de dernière réponse, il y a Ouais. des choses qui se font. On lâche pas, gars. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire si on veut répondre aux exigences des massottes. Super, beh,
Merci, pour tes réponses. Je sais pas si dans la salle, il y avait des gens qui avaient des questions. Solène? Ben, merci beaucoup, pour tout ça, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai une question dans le fond, ben, vous l'avez un peu abordé dans le podcast, mais dans le fond, j'ai une question parce que, là, pendant que vous parliez, là, j'ai eu comme un flashback de mes cours de bac. À un moment donné, on avait vu un auteur que je me rappelle plus qui ou quoi que ce soit, mais où est-ce qu'on parlait justement, de qu'il y avait, une genre de validation sociale qui venait du fait d'avoir un diagnostic comme quoi ça permettait d'expliquer pourquoi quelqu'un agissait de X, Y, Z, puis que ça lui permettait en fait de ben, tu sais, je sais pas, là, genre justement de prendre les moyens. Cette personne-là pouvait prendre certains moyens pour elle-même, puis c'était comme plus accepté socialement que si, de juste avoir un meltdown en public puis de pas être capable d'expliquer pourquoi, est-ce qu'on réagit de X, Y, Z manière. Puis là, je me demandais un peu dans le fond, si, il y avait une possibilité comme d'une approche un peu ben, c'est un peu ce que vous abordiez dans la dernière question, mais une approche un peu holistique entre, tu justement la psychiatrie qui a justement un énorme pouvoir normatif sur la société, puis, justement les maths se disent où est-ce qu'on veut sortir un peu de cette, normativité-là, puis, alors c'est ça. Oui. Je sais pas si j'ai le droit de parler. OK, oui, merci pour la question. Ouais, c'est vraiment intéressant. La difficulté, c'est de reconnaître aussi ça, tu sais, qu'il y a souvent un désir d'avoir un diagnostic parce que ça vient avec une forme de reconnaissance. Mmh. Déjà une forme de reconnaissance que la souffrance est réelle, que c'est pas, tu sais, inventé ou, fait que c'est clair, puis historiquement, tu sais, la psychiatrie s'est présentée comme une alternative à d'autres formes de rapport à la détresse ou à la différence, puis toutes n'étaient pas satisfaisantes. Tu sais, c'est sûr que, un exemple qui est donné souvent, là, c'est, l'alcoolisme ou les addictions, où avant c'était un tort moral, puis un blâme moral, puis la personne avait des vices, en termes de vertu parce qu'elle était pas capable de se contrôler. Puis dans le fond, là, la psychiatrie, d'une certaine façon, elle enlève cette espèce de moralisation un peu, tu sais, liée à la religion, là, tu sais, en tout cas dans certains contextes. Tous les rapports en dehors de la psychiatrie vis-à-vis de la détresse ou la différence sont pas nécessairement, des bons rapports, tu sais? Puis, ça existe encore, tu sais, dans certaines, cultures ou sociétés que, tu sais, il y a des traitements religieux, par exemple, de la détresse, psychologique qui sont condamnables, tu sais? Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, je veux juste, remettre en contexte. Fait que la psychiatrie s'est présentée comme une alternative à la prise en charge religieuse et en tout cas de manière historique. Elle a répondu à un certain besoin, tu sais, comme je le disais tantôt avec l'exemple du syndrome post-traumatique. Elle répond à un besoin réel ou un désir réel de plusieurs personnes de se comprendre avec les outils médicaux. Fait que c'est pour ça que moi, je pense vraiment que pour plusieurs personnes, se comprendre dans ces termes-là est aussi émancipateur. C'est pas le focus des Mad Studies. Puis je pense qu'il y a vraiment des tensions à si oui ou non, ces gens-là ont raison de se comprendre de manière positive dans un système médical classique. Il y a des tensions. Puis c'est difficile parce que, tu sais, certaines choses que tu vas lire, c'est ah ben, ils ont internalisé l'oppression. Mmh. On aurait le temps pour, une autre question? Oui, merci beaucoup pour, le podcast. Ben, j'avais juste une petite question parce que durant la discussion, super intéressante par ailleurs, disons, il y avait une distinction dans ma tête qui se faisait, puis parfois j'avais de la difficulté à identifier le niveau de discours qui était présent. Donc, par exemple, lorsqu'il était discussion des Mad Studies puis de la psychiatrie, on semblait caractériser beaucoup les champs de recherche comme tels. C'est simplement qu'il y a l'implémentation politique aussi. Donc, par exemple, je me demandais si les gens, les Mad Studies, se questionnaient sur, je donne un exemple. Donc, au Québec, il y a la gestion des problématiques en santé mentale, elle est partiellement assumée par les psychiatres, mais il y a aussi les réseaux alternatifs en santé mentale qui sont là aussi, qui font certaines choses aussi. Donc, je me demandais si leur appareillage critique ou du moins leurs travaux se concentraient beaucoup au niveau de la dimension, disons, cognitive du traitement de la santé mentale ou s'ils s'intéressaient aussi à des implémentations politiques telles qu'elles sont, appliquées, par exemple, aux États-Unis. Mais là, j'imagine qu'il y a beaucoup de producteurs de connaissances de ce côté-là, mais tu sais, plus localement aussi, parce que ça, j'ai l'impression qu'on a peut-être moins on t'a moins entendu sur ces 2 niveaux-là d'intervention. Ben, je pense que toutes ces préoccupations-là sont présentes dans les Mad Studies, donc tous ces niveaux
disons, sont présents. En tout cas, il y a un intérêt pour ça. Quand même, en tout cas, pour répondre au cas particulier du Québec, c'est clair que c'est ça, ça a le moins intéressé les maths studies, juste historiquement parce que ça s'est développé dans des contextes plus anglo-saxons, avec des rapports aux institutions psychiatriques spécifiques à la localisation dans laquelle ils se trouvaient. Mais, cela étant dit, il y a vraiment une volonté chez les mathsudistes de s'élargir, là, puis de ne pas rester anglo-saxon, d'inclure, par exemple, les pays du Sud ou des pays d'Europe qui n'utilisent pas, par exemple, le DSM ou peu le DSM. Fait que là, cette critique du DSM dans ces contextes-là est comme pas caduque, mais c'est vraiment pas la même chose. Les diagnostics sont pas les mêmes. Fait qu'évidemment, les stéréotypes sont pas les mêmes. L'expérience des systèmes de soins est pas la même. Fait qu'il y a une volonté de localiser la critique aussi qui est vraiment présente. Fait que c'est sûr que moi, je travaille là-dessus, mais au Québec, tu sais. Fait que c'est sûr que je m'intéresse à un objet qui est plus lointain de moi. Mais je pense qu'il y aurait vraiment de la place pour faire entrer en dialogue, mettons, la manière dont ça se passe au Québec, puis les maths disent à quel point c'est compatible ou pas, quel genre de critique il faut laisser de côté. Puis merci de poser la question parce que ça me permet de le dire. Il y a vraiment quand même si il y a des manques à combler, il y a quand même un espace pour des pensées alternatives en santé mentale au Québec qui est peut-être pas aussi présent que dans d'autres contextes. Par exemple, aux États-Unis, il y en a qui vont raconter que l'expérience aux États-Unis, c'est vraiment le DSM. Quand ça arrive au Québec, là, il y a comme eu une espèce d'ouverture de l'imaginaire où ils pouvaient rencontrer un psychiatre qui n'était pas obsédé par le DSM, puis pour eux, c'était comme une expérience émancipatrice, juste ça, tu sais. Je pense que les conclusions jusqu'à maintenant tirées par les maths doivent être testées dans les localisations qui nous intéressent, nous. Puis ça, c'est un travail à faire dans le futur. Là, c'est clair que moi, ça m'intéresse d'aller voir comment se sont développées les ressources alternatives de santé mentale au Québec. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que ce qui semble pogner, entre guillemets, au Québec, c'est plus une approche ancrée dans le droit des personnes avec un diagnostic de santé mentale, par contraste avec ce mouvement politique, un peu de l'identité des maths studies. Fait que je pense qu'il y a une divergence. Mais après, il y a des regroupements d'entendeurs de voix au Québec. Ça, c'est compatible, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que travail à faire dans la suite, mais c'est vraiment une bonne question. Puis c'est vrai, il y a une conscience du fait que les phénomènes vont se présenter différemment dans des cultures, des sociétés différentes, puis qu'il faut que les méthodistes accommodent cette diversité-là aussi. Ouais. On va devoir conclure, mais rapidement. Je te remercie encore, Anne-Marie, pour l'entretien riche d'aujourd'hui. En terminant, le comité équité souhaite faire quelques remerciements. Donc d'abord, je voulais remercier tous les membres du comité qui ont aidé de près ou de loin à la réalisation du balado. Donc, je les nomme Saz Taher, Yanni Pierre-Jérôme, Solène Pelletier, Marianne Perrault, Juliette Roussin, Naomi Bateau-Watson et Anastasia Despaux. Ensuite, je voulais remercier aussi Emmanuel Boutin, notre BDiste, pour ses illustrations très professionnelles et vulgarisées. Puis finalement, merci à la Société de philosophie du Québec puis aux organisateurs et organisatrices du congrès annuel de nous avoir accordé un espace dans la programmation du congrès afin de réaliser ce bel échange.